Vous êtes là, on est là. Bonsoir. Je vous laisse vous installer, installez-vous. Prenez un casque, prenez un petit bonbon, prenez un brownie. Installez-vous bien. Alors, vous m'avez demandé plusieurs fois d'où vient cette musique. En fait, c'est la musique de Rayman Origins. C'est le Gourmand Land. Ça doit être le 3e ou 4e monde, je crois, dans Rayman Origins. C'est celui où voilà, vous êtes sur une île des sorbets ou quelque chose comme ça. On n'est pas bien quand même. Hein. Bon, merci beaucoup à vous de suivre ce live, ce Fact Story spécial, dernier Fact Stories de la saison, qui est en direct de la CIUP, Cité Internationale Universitaire de Paris. Ça fait depuis midi qu'on est en direct et on est en direct jusqu'à minuit. On était tout à l'heure avec Nicolas Orbert de Radio Campus France, vu que Radio Campus France sont aussi des partenaires. On leur file toutes nos émissions après, comme ça vous allez peut-être pouvoir les entendre sur une radio étudiante associative près de chez vous. Et puis on a parlé de Nuit debout aussi, donc juste, c'était pas calé à l'origine, mais je pense que de 23h à minuit pour la fin bien, on va ouvrir le Skype. Et puis vous allez pouvoir, on va pouvoir papoter de Nuit debout et de qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà, une vraie libre antenne sur cette question-là parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. C'est aussi une forme d'engagement et on en a parlé. Najat Vallaud-Belkacem a dit que c'est une forme d'engagement tout à l'heure, donc c'est une forme d'engagement. Et puis voilà, pour en parler, savoir ce que vous en pensez et jusqu'où est-ce que ça peut aller. On a un beau programme quand même juste avant. On va dans une demi-heure, d'ici une demi-heure, on va accueillir la team de Erasmus Student Network, qui sont des gens qui vont nous proposer de partir un peu partout en Europe, en Erasmus du coup évidemment, mais surtout ce sont des gens avec qui on va passer des coups de fil à d'autres gens dans toute l'Europe, qui sont, je sais plus, alors j'ai plus l'affiche exactement sous les yeux, mais globalement on va partir aux 4 coins de l'Europe et ça va être un beau voyage, un beau roman, une belle aventure. Bonjour TEDx CIUP, je me plante pas, c'est ça le nom? Non, c'est ça. Excellent, Ouais. je vous laisse faire un petit tour de table pour vous présenter aussi, dire ce que vous faites, d'où vous venez, parce que vous... Est-ce que... Allez, je commence. Ok, alors pour moi, je m'appelle Louis Hainaut. Je suis actuellement étudiant en master et en licence, double diplôme. Et je suis le vice-président de TEDx CIUP. Donc c'est une vraie association, hein, c'est... Oui. Ouais, ok, d'accord. Bonjour, je suis Mathieu. Moi, je suis un des speakers pour le TEDx, aussi ancien résident de la cité en fait, donc très impliqué dans le projet. Pour ça me tient à cœur. Quand on dit que tu es speaker, ça ne veut pas dire que tu es un haut-parleur, mais que tu vas raconter une histoire. C'est ça, je vais aller raconter une histoire pendant 10-15 minutes devant les participants. Au bout de 6 heures de live, on fait des blagues qui sont un peu usées. Hein. Ok. On va en reparler de ça. Et toi, Nico ? Voilà, donc moi je suis Aude, je suis en master en relations internationales et action humanitaire et donc je suis responsable de la cellule com de l'association TEDx. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de monter un TEDx et pas une conf quoi ? Pourquoi un TEDx et pas genre une conférence spéciale ? Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, les TED ont un impact international qui est indéniable. Donc on a une marque derrière qui va nous appuyer en termes de com et en termes d'impact auprès des résidents de la cité et de tous les spectateurs de cet événement. Et deuxièmement, TED c'est aussi une idée. C'est une idée derrière, c'est Ideas Worth Spreading. Et donc, je pense que ce qu'on veut véhiculer aussi, c'est cette idée-là, c'est-à-dire d'essayer avec cet événement d'aller plus loin qu'avec une simple conférence. Aude ? Exactement, c'est vraiment quelque chose qui est établi maintenant, quelque chose que les gens connaissent et on voulait justement utiliser cet aspect donc connu et reconnu pour monter ça à la CTU. Excellent. Comment est-ce que vous avez recruté votre speaker ? Comment est-ce que vous êtes tombé sur son histoire ? Alors déjà, de quoi tu vas nous parler ? Est-ce que même on peut le dire sans spoiler ? Bien sûr, alors moi j'ai un parcours professionnel qui est un petit peu atypique. C'est-à-dire que je suis passé par les grandes voies, grande école, Louis le Grand, école polytechnique, et malgré ça, en fait, tout ce qui m'était proposé dans le monde du travail ne me correspondait pas du tout. Donc je suis vraiment je me suis pas mal cherché en fait en passant par j'ai appris d'anthropologie puis de l'économie puis j'ai monté une boîte. En ce moment je monte quelque chose qui réinvente un peu, qui crée un nouveau mode de travail en fait, et un petit peu tout ce que j'ai accumulé en réflexion je l'ai partagé par quelques articles, par plusieurs choses, et ça a parlé à beaucoup de gens. Je pensais parler de quelque chose qui était juste une histoire personnelle et c'est vraiment une résonance de société en fait, donc je souhaite un peu approfondir sur ce thème de l'existence professionnelle et de son rapport avec la société actuelle en fait.
D'accord, ok. Alors, tu as visiblement un CV qui est assez garni. Tu vas avoir 18 minutes 17. Alors les TED durent au maximum, enfin les conférences TED durent au maximum 18 minutes, Voilà. avec une préférence pour un format qui soit entre 5 et 15 minutes, je dirais. Ok. Donc, tu vas avoir 18 minutes maximum. J'imagine que tu vas devoir commencer avec un début, un milieu, une fin, que c'est un fil conducteur. Ça va être quoi le fil conducteur? Comment est-ce que tu as choisi ce truc-là? Je vais vraiment. Il y a un thème pour le TEDx qui est réconciliation. Et je vais vraiment axer différentes choses que je souhaite partager. Je vais les éclairer à la lumière de ce thème. Et petit à petit, ça va se construire. Le projet et la manière dont la cohérence générale du TEDx est encore en train de se construire. Donc la manière dont je vais éclairer tout ce que j'ai à partager, je vais vraiment le faire dans les mois qui viennent pour créer une histoire qui soit donc très différente de celle qui va être racontée à côté, mais qui ait quand même une cohérence d'ensemble. Donc voilà, ce qui va faire le début, la fin, l'ensemble, ça va être co-construit dans les mois qui viennent. C'est marrant, c'est cette idée de co-construction. On sait pas, enfin, bon, les TED, je pense qu'on est beaucoup à en avoir vu. Ça nous a inspiré. Je sais que les copains qui font la veillée, Damien, Maric et Patrick Beau, sont passés par des TED Talks aussi, et ça les a partiellement inspirés. Ça a probablement défini une certaine idée du storytelling aussi. Parce qu'il y a une question de posture, il y a une vraie mise en scène, etc. Comment est-ce qu'on monte un TED? Est-ce qu'il y a des règles qui définissent? Est-ce que c'est un genre à part entière? Est-ce qu'il y a des règles qui définissent cette pratique et ou est-ce qu'on peut faire n'importe quoi et 18 minutes et c'est bon? Alors pour revenir sur les thèmes que vous abordez, non, on ne peut pas faire ce qu'on veut en fait pour un TED. Donc tout d'abord, il y a le format en termes de temps, c'est-à-dire que c'est 18 minutes au maximum. Et ensuite, en termes de contenu, il y a tout un tas de règles en fait, qui s'appliquent sur les conférences TED. Il faut savoir que les speakers seront tous coachés. Ils seront coachés par... Ça veut pas dire que les haut-parleurs seront accrochés avec du velcro. Et en fait, ils seront coachés pour parler pour un TED. C'est-à-dire qu'il y a quelques règles qui s'appliquent à un TED qui ne vont pas s'appliquer forcément à d'autres conférences, et en particulier à cause de ce format-là. C'est-à-dire qu'il faut, en 18 minutes, pouvoir parler de tout son thème, pouvoir le relier, de tout ce qui nous intéresse, pouvoir le relier au thème et faire quelque chose de concret, de lisible. Donc ça, c'est un impératif qui est assez subjectif en fait. Ou est-ce que tu as une grille d'analyse? Non, il n'y a pas vraiment de grille particulière. C'est très subjectif, sachant que la plupart des TED ont quand même des conférences qui ont à peu près toujours le même format en termes de ce qu'on va dire. Enfin, je pense qu'on a tous vu des TED ici. C'est ça, il y a des règles définies plus ou moins, et après on a une certaine liberté dans ces règles en fait. Une question de Clément Gruel. C'est quoi la différence entre un TED et un TEDx? Alors le TED, donc c'est le TED organisé par l'organisation elle-même, donc c'est officiel, et le TEDx, c'est lorsqu'on a une licence et que c'est nous qui l'organisons. Voilà, donc sous leur nom, mais c'est un TEDx organisé indépendamment. Vous devez payer pour avoir la licence ou comment ça se passe? Non, en fait, il me semble que s'il y a un tout petit prix, mais vraiment ridicule. Et le plus dur en fait, c'est de remplir un petit papier et de l'envoyer. En ayant une idée bien précise de ce qu'on veut faire, et mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Ah ouais, donc ils vous filent le truc comme ça quoi. Oui, alors la licence par contre est très distinguée entre TED et TEDx. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Et c'est des événements qui sont quand même assez différents en termes de volume. Alors qu'est-ce que ça vous apporte? Eux, une fois que vous avez signé le petit papier, qu'est-ce qu'ils vous demandent? C'est quoi les impératifs en fait? En gros, les impératifs, ils vont être multiples. Il va y avoir des impératifs de qualité, des impératifs de contenu, donc contenu des conférences, et des impératifs de format, donc format des conférences, format de la soirée, ou de la demi-journée d'ailleurs, si l'événement dure une demi-journée. Il y a aussi quelques impératifs. Il faut par exemple qu'on passe des vidéos TED régulièrement dans l'événement. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire de faire la promo d'autres TED qui se sont... Et des TED officiels. Ouais. Mais c'est pas un taux qui est impressionnant, mais par exemple pour une soirée, dans notre cas ça va être une soirée de 2-3 heures, il faut passer 2 vidéos de TED officielles. Ça dure un quart d'heure, mais bon. Non mais les vidéos durent entre 5 minutes et un quart d'heure. Oui c'est ça, oui. Ça va, donc ils vous font la promo et vous en fait après ce que vous gagnez à avoir cette licence c'est la réputation quoi. C'est ça, c'est un échange. C'est l'image, ok. Eux ils gagnent d'avoir des milliers de conférences à travers le monde tous les mois et nous on gagne l'aspect communication. C'est ça, c'est une manière aussi de répandre donc le nom et la conférence partout sans avoir à organiser tout en fait, et pouvoir déléguer en fait l'organisation à d'autres associations. Mais alors du coup en fait il y a quelque chose dans les TED qui est vraiment très, très reconnaissable de très loin, c'est un peu le côté mise en scène, l'homme debout ou la femme debout qui arrive, la personne debout qui arrive, qui a sa petite oreillette ici et qui fait...
Voilà comment j'ai changé le monde à partir de ce verre d'eau, une fois en Afrique, quand j'étais en voyage d'études. Et qui arrive avec une posture qui est... On est vraiment dans quelque chose de très américain, dans un storytelling qu'on voit quasiment jamais en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez récupérer dans la construction de la narration, ou est-ce qu'au contraire vous vous dites, attends, je me pose sur une chaise, on est cool, j'ai mon petit truc là, très bien, et j'ai mon texte sous les yeux, ou est-ce que vous avez des impératifs? Alors c'est vrai que j'ai pas très bien défini les impératifs tout à l'heure. Cette posture de la personne et cette manière de faire la conférence, c'est un impératif de TED, c'est-à-dire que ça se passe comme ça, il y a toute une mise en scène qui est obligatoire. Et ce storytelling, c'est aussi un impératif, c'est-à-dire que le format de la conférence, qu'on va dire dedans, va très souvent commencer avec cette petite histoire qu'on va raconter, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai, et c'est aussi un aspect communication, c'est-à-dire que Exactement. ça permet de parler aussi des conférences. Voilà, et d'où l'intérêt d'avoir des coachs également, des coachs qui ont déjà fait plusieurs TED, qui vont donner justement aux speakers cette posture et cette manière de s'exprimer qui est très très reconnaissable en fait. Et au-delà en fait de l'impératif, de toute façon c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Les Américains sont vraiment bons quand on veut donner une idée, ils savent faire en fait. Ouais. Donc c'est pas complètement dans la culture française, mais c'est ideas worth spreading. L'idée c'est quand même de diffuser une idée, et diffuser une idée, si on donne une idée théorique, on dit les choses c'est comme ça, qu'on est un peu donneur de leçons, les Français sont pas mauvais là-dedans, ça marche pas vraiment. Enfin, Faut l'habiller un peu quoi. Faut l'habiller, et franchement les histoires, c'est vraiment ce qui marche le mieux pour communiquer ce qu'on veut, pour communiquer de l'envie, pour communiquer une idée. Donc voilà, cette manière d'être, tout le côté posture, le côté partir d'un détail qui finalement a été très significatif dans une vie, tout ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de la mentalité américaine, juste qui marche. Donc, mais est-ce que c'est pas un risque de déformer la vérité, ou de l'enjoliver, ou de la romancer, qui t'a peut-être s'écarter un peu de ce qui se passe vraiment? On ne dit rien de faux, enjoliver c'est pas mauvais. Ouais, alors j'ai pas de blague pour le coup, mais tu vois, en enjolivant si, un exemple, quand un article sur internet te dit, vous allez voir, j'ai 20 poneys magiques qui font des paillettes, quand j'ai vu la tête du 5e, j'en suis pas revenu, tu vois, ou cette histoire de cette vieille dame sur internet va vous faire pleurer aux larmes, et que tu cliques et qu'en fait c'est juste une petite vieille qui tombe. C'est un peu enjoliver la réalité, tu vois. T'as le titre, on peut enjoliver le contenu de ce que tu dis. Ça ne sert pas à la personne qui a écrit ce titre, parce que la personne qui va cliquer va être déçue. Ah bah donc, oui. nous, l'idée, c'est pas de faire des choses où les gens vont être déçus. L'idée, c'est qu'il y a une réalité qui est constituée de beaucoup de choses, et s'il y a juste 10 minutes à en partager, autant mettre en lumière les éléments les plus significatifs. Ouais. Donc l'idée n'est pas du tout de faire quelque chose qui va retomber en flanc. Retomber en flanc, très bien. Là, je commence à avoir un peu faim. Est-ce que vous avez tous les trois un TED Talk qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu histoire que si on ne connaît pas ça, je ne peux pas en passer malheureusement, mais si on ne connaît pas les TED, qu'on puisse avoir une idée de ce qu'il s'y dit. Par exemple, vous, c'est quoi celui qui vous a le plus marqué, votre préféré? Alors, moi je dirais que j'en ai plusieurs. Un qui m'a particulièrement marqué, c'est simplement pour moi, en fait, c'est un TED sur un architecte qui s'appelle Joshua Prince Ramus, et qui parlait de comment est-ce que, à partir de conditions très simples, il arrivait à inventer des bâtiments en fait, à partir de ces quelques contraintes, il arrivait à créer un bâtiment qui était une solution pas parfaite, mais une solution qui était extrêmement innovante, extrêmement intelligente à un problème donné. Et j'ai été très inspiré juste en tant que ingénieur civil et architecte. C'était quoi les solutions inspirantes qu'il donnait? C'est juste c'est assez difficile à définir l'architecture, mais je dirais que ce sont des arrangements spatiaux, des choix d'espace, des choix de modes constructifs qui sont pas forcément innovants, mais qui sont très ingénieux en fait. Ouais, un peu comme le béton pilé qu'on a eu tout à l'heure, quoi. Le béton pilé. Non, j'ai pas suivi cet épisode, mais c'était du béton recyclé en fait, qui a été tout à l'heure proposé par des architectes juste avant vous. Ça serait de l'innovation, et c'est un point qui est extrêmement intéressant dont il parlait. Très mal. De votre côté? Moi, il y en a eu 2 ou 3. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pas du tout originaux parce que je pense qu'ils sont dans les 20 TED les plus regardés. Je crois que Simon Sinek, c'est un TED. En tout cas, celui qui dit Start with Why, en gros, il explique dans un projet de montrer que beaucoup de gens s'attachent simplement à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire. Si on est Apple, on va fabriquer des téléphones, mais que c'est pas du tout ça. C'est en fait quelle est la vision derrière, pourquoi on fait les choses, et vraiment s'attacher d'abord à ça. Donc, il appelle ça les Golden Circles, qui ont commencé par
le centre du cercle, c'est vraiment pourquoi on fait la chose, et seulement après, donc c'est vous, quand on monte une boîte, quand on fait beaucoup de choses, on se pose la question de comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire, et il montre comment c'est beaucoup plus puissant pour créer une vision, embarquer des gens autour de cette vision. Il y en a un, je crois que c'est de Tony Robbins, je crois qu'il a fait un TED, et alors un petit peu sur, c'est lui, soit c'est quelqu'un d'autre, mais un qui m'a marqué sur une étude sur le bonheur tout simplement, mais des gens qui ont été suivis pendant 80 ans, suivi beaucoup de gens. Et ça, c'est assez impressionnant quand même, de réussir à suivre dans toute leur vie des gens très différents pendant 80 ans. Et il dit tout simplement, voilà, qu'est-ce qui font que tous ces gens très différents se sentent bien dans leur vie, ce qu'ils partagent pendant 10 minutes, c'est génial. Et ensuite, un TEDx qui est plus personnel, plus petit, mais qui, moi, me touche, c'est une dame qui jouait beaucoup de harpe, qui a été handicapée définitivement au niveau des jambes, alors que les jambes sont elles sont importantes pour la harpe, il y a des pédales en fait. Donc on lui a dit, tu ne feras plus de harpe au niveau professionnel. Finalement, elle a rencontré un ingénieur avec qui elle a créé une harpe spéciale automatique bien pour elle, et finalement cette harpe est devenue un standard de harpe, et elle est devenue professeure de cette harpe au conservatoire. Donc c'est une histoire assez motivante aussi. Ouais. Et toi? Alors moi, c'est l'histoire d'une chercheuse égyptienne qui a axé toutes ses recherches sur les maladies sexuellement transmissibles, le sida et tout ça au Moyen-Orient, et donc qui éduque justement les jeunes sur tout ce qui est contraception, responsabilité, et qui essaie aussi de faire changer les mentalités au niveau des gouvernements également, donc au niveau des lois qui pénalisent toutes les personnes infectées par le sida notamment. Donc j'ai trouvé ce TED mais vraiment fascinant. Elle avait parlé, je crois que c'était à une des conférences à Dubaï, mais vraiment, si je me souviens plus du nom, mais il faut vraiment la retrouver parce qu'elle était extraordinaire. Donc voilà, vous avez compris, il y a plusieurs questions dans le chat sur c'est quoi un TED. Donc un TED, évidemment, on regarde ce qu'on vient de dire, c'est pas c'est une conférence en fait, tout simplement. C'est une conférence de 18 minutes où quelqu'un est seul sur scène pour exprimer ceci. On va passer un petit coup de fil à quelqu'un qui a fait un TED il n'y a pas longtemps. On va l'appeler. Est-ce que vous connaissez Florence Porcel? Non. Oh bah dis donc, tout seul hein. Non, je déconne. Elle a fait un TED Talks et elle va vous en parler en fait. C'est elle qui avait postulé pour aller sur Mars. Oui, allô? Allô Florence? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Thomas Hercouët, ça va bien? Ça va très bien et toi? Je te dérange pas? Du tout. Écoute, j'ai en face de moi 3 personnes qui sont en train d'organiser un TEDx. Ouais. Voilà, je sais que toi tu as participé à un TEDx aussi, ou est-ce que c'était un TED tout court, je sais plus. Pardon, je t'ai pas entendu. Je sais que tu as participé à un TED aussi. Oui, 3 en fait. Ah oui, bah voilà, pourquoi s'embêter? Est-ce que tu peux me raconter un peu ton expérience, parce qu'il y a un jeune homme si présent qui va se prêter, qui va être un speaker à un prochain TED. Eh oui, j'arrête. Bonne chance déjà. Merci beaucoup. Et c'est chouette. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'en ayant fait 3 TEDx, ça dépendait beaucoup des organisateurs, en fait. Parce que, comme c'est organisé par n'importe qui, quand je dis n'importe qui, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est des gens très différents qui organisent ce genre d'événement. Et donc, ça dépend de la philosophie qu'on met dedans, de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on veut partager. Donc voilà, il se trouve que le premier que j'ai fait était organisé par un psy. Et donc, si vous voulez, moi, il m'a dit, je veux que tu parles de ce sujet, etc. Et moi, je voyais pas en quoi j'étais pertinente dans le truc, parce que j'estimais que mon expérience, n'intéresserait personne. Bon bref, il a mis des mois à me convaincre. Et pendant 6 mois, il m'a fait travailler mon texte, mais comme un petit peu comme un psy, quoi. C'est-à-dire en allant chercher là où ça fait mal et en me poussant au bout du bout. Donc ça a été beaucoup de larmes, de sueur et de sang. Ouais. Mais c'était cool. Et les 2 autres étaient très différents. C'est pour ça que je dis qu'il y a différentes manières de travailler, en fait. Ouais, et donc du coup ça c'était ton premier TEDx. Alors je vais juste peut-être parce que je t'ai un peu appelé de façon bourrine sans prendre le temps de te présenter. Mais en fait tu fais tellement de trucs que je ne sais vraiment pas par où commencer. On commence par quoi? On commence par Mars, par quoi? Tu commences par ce que tu veux, mais tu te démerdes, parce que moi non plus, j'arrive jamais à me présenter, alors merci de me m'aider. C'est horrible, là. Voilà, Florence Porcel est une... Ah, mais tu vas te foutre de moi, c'est vrai. Bon, Florence Porcel fait de la vulgarisation scientifique. Elle a travaillé notamment sur France Inter, elle donne des conférences, elle prépare un bouquin en ce moment qui m'a l'air, somme toute, assez bigarré. Et elle a hurlé de joie, c'était quand? C'était hier soir ou ce matin? Non, c'était hier soir. Elle a pleuré de joie hier soir parce que SpaceX a réussi un lancement historique, c'est ça?
En fait, c'était pas le lancement qui était historique, c'était le retour du premier étage de la fusée qui est revenu à la verticale sur une berge, sur une mer houleuse. Ce qui est déjà impossible dans un jeu vidéo en vrai. Donc, c'est incroyable, c'est extraordinaire. En fait, on a vécu, enfin tous ceux qui ont regardé en direct, on a vécu un moment de science-fiction, mais c'était réel et c'était en direct. Et c'était incroyable. Pourquoi de la science-fiction? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à faire atterrir un bout de fusée? Demande-t-il naïvement. Oh purée. Ce qu'il y a d'extraordinaire, je sais pas, par exemple, va voir les 5 essais précédents où le machin a explosé. Là, on se serait cru dans un film, pour le coup. Oui, ou dans ma cuisine. C'est compliqué, c'est techniquement compliqué, parce que le machin, il arrive de l'espace, donc il a une vitesse extrêmement grande. Et puis, voilà, revenir dans l'atmosphère, c'est toujours très compliqué. Hein, les astronautes qui reviennent de l'ISS le savent. Et voilà, et il faut bien viser. Je veux dire, la berge, elle est en plein milieu de l'océan Atlantique. Et puis, elle est pas grande. Hein. Elle est vraiment pas grande. Donc, il faut viser le point précis après être allé dans l'espace. Revenir dans l'atmosphère, bref, c'est incroyable. C'est un peu comme faire un créneau à 130 km/h, quoi. Donc, du coup, concrètement parlant, qu'est-ce que ça implique? Bon, c'est une petite digression, mais c'est intéressant. Hein, donc, qu'est-ce que ça implique concrètement comme avancée, ça? On va avoir des fusées recyclables? En fait, de pouvoir de récupérer les premiers étages de manière beaucoup plus facile. Je pense que ça a des retombées économiques, parce que du coup, ils peuvent la réutiliser plus facilement, les aller la rechercher, la repêcher, la machin. Voilà, il arrive, il est en bonne... il n'y a pas de... j'ai pas beaucoup bossé le sujet, hein, mais donc il faut vérifier tout ce que je dis. Mais en gros, s'il revient sur la berge, debout, sans problème, il sera réutilisable en très peu de temps. Ah bah voilà. Et donc ça permet de faire des lancements beaucoup plus souvent, et donc d'avoir beaucoup plus de clients, et donc d'avoir beaucoup plus d'argent. Voilà, donc je pense voilà, c'est une question économique. Mais voilà, j'ai pas creusé vraiment le sujet, donc à prendre avec des... Voilà, vous voyez qui est Florence Porcel du coup. Donc on a abordé ton premier TED, c'était quoi les deux autres TED? Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que tu peux nous parler on parlait de la relation au storytelling notamment. Est-ce que toi, tu as dû travailler tes histoires et les tourner d'une certaine façon? Comment est-ce que tu as fait ça? Et surtout, c'était sur quoi? Oui. Alors, donc pour le premier, c'était TEDx Vaugirard Road. Qui se passe tous les ans à Paris depuis 5-6 ans maintenant. Moi, j'ai travaillé mon histoire effectivement pendant... ça a été un boulot d'écriture de 6 mois de temps. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 versions différentes du texte, et à chaque fois, je devais le renvoyer donc à l'organisateur du TEDx, et qui me disait non, ça va pas, ça on s'en fout, etc. Donc c'est compliqué aussi, parce que quand tu rayes une partie de ton histoire et qu'il te dit on s'en fout, mais aïe, mais carrément. C'est ce que tu me dis. Mais au final, il avait raison. Donc c'était 6 mois d'écriture, et il aurait fallu que je le relise ou que je le réécoute avant que tu m'appelles. C'est con, je l'ai pas fait. Du coup, je sais plus trop. Je les mélange un peu tous les trois. C'est le côté spontané. Mais c'était 6 mois d'écriture, quoi. Et le deuxième TEDx, c'était TEDx Reims. Et ça, on n'écrit pas une histoire aussi de la même manière selon le sujet choisi pour le TEDx en particulier, parce que souvent, je ne sais pas si c'est le cas du TEDx que va organiser ce jeune homme, mais souvent il y a un thème. Il y a un thème à respecter pour tous les speakers, et à chaque fois c'était pas le même. Donc même si mon histoire reste la même, forcément l'angle choisi pour la raconter n'était pas la même, et j'allais pas raconter les mêmes choses dedans. Et le troisième TEDx, c'était TEDx Nîmes de Nancy. C'était un peu différent des deux autres parce que j'étais en binôme avec une amie, Lucie Poulet, pour parler de nos missions vers Mars. Donc c'était encore un autre exercice. Bon, c'est quoi toi, le conseil que tu donnerais à un jeune homme qui passerait un TEDx? Excellente question. Il y a aussi le fait que, je ne sais pas comment ça sera pour lui, mais moi c'était du par cœur. Donc c'était à la virgule près. Je ne sais pas s'il aura un prompteur ou pas. Moi je sais que ça m'a aidé d'apprendre justement le texte par cœur et de l'avoir bien en tête. Parce que du coup j'étais plus à l'aise sur scène. Il y avait des interactions avec le public que je pouvais plus facilement prendre en compte parce que je savais que le texte était là. J'étais beaucoup plus à l'aise dans ma manière de me tenir sur scène, parce que ça importe aussi, hein, c'est important ce genre de choses. Si on n'est pas à l'aise sur scène, le message passera beaucoup moins bien. Donc peut-être, je sais pas s'il a l'habitude de parler en public, ou en tout cas sur une scène, mais qu'il se fasse un peu coacher avant. Je sais pas si ça sera organisé par l'équipe.
mais de savoir Ils comment font on oui tient de sur la tête. scène, où est-ce qu'on regarde, comment on se déplace, si on se déplace, que faire de ses mains. C'est con, mais c'est essentiel pour faire passer son message, pour être plus à l'aise. Donc voilà un des conseils que je donnerais. Et voilà. Et à partir du moment où tu auras mis le premier pied sur scène, la scène sera à toi. C'est-à-dire que tu n'as pas à t'excuser d'être là, tu prends le truc, les gens ils sont venus pour te voir, enfin pas à toi spécifiquement parce que peut-être qu'ils ne sauront pas que tu étais là, mais en tout cas c'est à toi d'y aller et vas-y quoi, et prends la place. D'accord. Ah, génial. Comme dans la vie Voilà. en fait. Ouais. Non mais Alors, sur le comme par dans cœur, la ouais, vie. c'est vrai que ça, je pense que je partage parce que j'ai fait parfois je parlais sans avoir de par cœur sur certaines scènes que j'ai faites, mais quand je présentais une start-up que j'avais faite à des investisseurs et que c'était une conférence un petit peu officielle avec des journalistes, ce genre de choses, on avait été très coachés avec du par cœur. C'est vrai qu'il y avait eu un stade dans l'apprentissage où c'était pas naturel du coup le texte, et en effet on dépasse un stade où les mots viennent tout seuls et on peut se concentrer sur le reste. Ça, je l'ai vécu déjà Exact. une ou deux fois. Et en C'est effet, génial. c'est vrai que ça donne une sorte de liberté sur scène parce Complètement. que on peut du coup jouer avec le rythme, jouer avec d'autres choses. Ouais. Donc ça, je partage. Exact. Mm. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment cool parce que du coup, et en plus tu sais jamais comment va réagir le public en face. C'est-à-dire que moi dans ma première expérience, j'avais imaginé des moments où le public réagirait par un rire parce que j'avais une grosse vanne ou par je sais pas quoi. Et en fait ils m'ont surpris à chaque fois. Et donc du coup, avoir le tête bien en tête, ça permet d'être surpris par le public et d'avoir des trucs qu'on imagine, enfin qu'on n'attendait pas quoi. Et donc de pouvoir réagir en conséquence et pas de s'emmêler les pinceaux et pas de paniquer. Donc ça c'est cool si tu l'as déjà vécu. Et voilà. Et puis juste, enfin amuse-toi quoi. Enfin prends ton pied. Enfin j'ai envie de te dire que voilà. Comme dans la vie. C'est génial. Il y a un truc qui me chafouine un petit peu, tu parles à la virgule près, mais quand t'es sur scène et que tu fais pas ton texte à la virgule près du style, tu vois, c'est tout con, mais tu te dis, bon, tu dis un truc et là tu te rends compte, mince, il y a une petite blague à faire, là, un petit truc à rajouter, ou tiens, j'aimerais bien faire un petit aparté de une demi-seconde sur mes vacances au ski. Si tu le fais, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils vont pas te virer de scène. Non. Évidemment que non, mais le truc, c'est que c'est tellement préparé des semaines à l'avance, etc. Il y a des répétitions, enfin, en tout cas, à chaque fois que je l'ai vécu, hein. Enfin, on a eu plusieurs répétitions à chaque édition. Les textes avaient été validés en amont parce qu'un TEDx, on peut pas faire n'importe quoi. C'est hyper codifié, quoi. Enfin, pour les organisateurs, il y a tout un tas de trucs à tenir, quoi. Sinon, tu n'as plus le droit, ils te donnent plus la licence pour organiser un TEDx. Donc, On a les organisateurs ici aussi, hein. Ils font, c'est exactement ça. Voilà. Bah ouais, voilà. Et donc du coup, enfin, moi je sais que mon texte était vraiment à la virgule près. Je peux te donner le fichier Word et tu peux le lire pendant que tu regardes la vidéo qui est en ligne. Tu verras. Quand je dis à la virgule près, c'est pas une expression. C'est vraiment ça. Donc, d'ailleurs, on t'entend dire virgule des fois. ça aurait pu m'arriver. Hein. Par contre, j'ai une question, c'est est-ce que du coup votre manière de parler était différente de votre manière habituelle? Parce que j'ai vu du coup certaines vidéos de TEDx où ça se voyait tellement que c'était du par cœur que ça donnait une impression de pas très naturelle, alors que c'est des gens, après quand je les ai vus en vrai, ils peuvent parler de manière beaucoup plus engageante, beaucoup plus fluide, et il y avait une sorte de robotisation qu'on voyait quand ça échoue, voilà, quand cet effet du par cœur échoue, ça fait robot. Ouais, ça dépend des gens. Moi, ma formation de base, c'est comédienne, donc forcément, ça m'arrangeait d'apprendre par cœur parce que c'est un exercice dans lequel je suis à l'aise, parce que c'est ma formation, parce que c'est ce que je suis, parce que c'est ce que je sais faire. Donc du coup, pour moi, c'était plus simple d'apprendre par cœur et d'interpréter ensuite, même si c'était ma propre histoire, que de faire autre chose. Après, il y a des gens qui, effectivement, quand ils apprennent par cœur, ils récitent comme on récite notre poésie en classe de C20, et c'est épouvantable. Mais donc ça dépend des gens. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise En ski. en disant des choses, comment dire, je vais pas réussir à trouver le mot, ça m'agace. En chaussons. En improvisation, voilà. Ah, voilà, bah, j'étais pas loin. Ça vient de loin, celui-là. En improvisation d'idées, c'est-à-dire qu'ils ont des bullet points, voilà, ils savent ce qu'ils vont dire à peu près dans quel ordre, et puis voilà, ils suivent l'ordre, mais ils improvisent au fur et à mesure ce qu'ils vont dire, c'est-à-dire que les phrases sont pas construites, sont pas toutes faites, sont pas écrites, etc. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. Moi, par exemple, je sais moins le faire, je suis moins à l'aise. Donc ça dépend aussi des gens. Si t'es plus à l'aise avec de l'improvisation d'idées qu'avec un texte appris par cœur, voilà, il vaut mieux que tu fasses de l'improvisation d'idées, ça c'est sûr. D'accord. Mais après, c'est vraiment en fonction de chacun.
Florence, merci beaucoup d'être passée. Je pense que du coup tu vas être son coach, hein. On parle là-dessus, hein, quoi qu'il arrive. Et puis Si je peux ça donner va des conseils qui peuvent l'aider, pas de Ah bah, je pense que là c'est parti, puis surtout ça permet de voir aussi l'envers du décor des TEDx parce que c'est quelque chose qui est tellement huilé, qui est tellement propre, qui est tellement nickel chrome que on a toujours l'impression qu'un peu comme quand Steve Jobs arrive pour faire un speak, on a l'impression que ça vient comme ça, tu vois, genre bim, c'est naturel, tu vois. J'ai ça en moi, Ouais, je mais suis en fait, désolé. Et pas du plus tout. c'est propre et huilé et machin et nickel chrome, plus il y a de travail derrière. Ça, je peux vraiment le dire. Oui, ça me rappelle. Voilà. On va pas faire cette blague. Et bah merci beaucoup en tout cas d'être passé. Et c'était cool. Ça va chez toi, tout va bien, tout se passe bien. Oui. Alors là, je ne t'entends plus très bien. Ah bah mince, ça va, tout va bien chez toi de ton côté, ça se passe bien. Oh bah écoute, tout se passe bien. merci Allez. beaucoup. Et bah le plaisir. On se tient au courant pour des petites choses de la suite. Hein. Ça Oui. marche. Allez. On se tient au courant. Et bonne chance à tous. Bah merci Autour de la beaucoup. table. Bisous Florence, à très vite. Merci. Merci. À très vite, au Ciao. revoir. Salut. Est-ce que t'es rassuré? Je suis très rassuré. Allez. Est-ce que vous du coup ça colle avec ce que vous êtes en train de bricoler, son histoire, son expérience? Clairement. Allez. Bon bah c'est cool. C'est quand le TEDx CIUP? Ce sera en novembre 2016. C'est où? C'est là-haut? Alors c'est dans dans la salle l'espace juste du derrière. D'accord, c'est derrière. Très bien. Bon, c'est le Poudlard que vous voyez même là-bas. Merci beaucoup à vous d'être passés. Et puis c'était cool de voir aussi l'envers de ces conférences qui sont extrêmement, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, extrêmement calées, extrêmement cadrées, très quali et tout. Et on a du mal à voir souvent les rouages derrière ce genre de choses. Là où derrière certaines productions ça peut plus se voir. Mais voilà, c'était cool d'avoir cet envers du décor. Et puis bah du coup, vous nous passez un petit mot quand vous le faites. Clairement, oui, on me tiendra Voilà. au courant. Ce sera très cool. Merci beaucoup à vous d'être passés en tout. Merci. Merci. Pendant que ESN, merci à vous surtout. Pendant que ESN s'installe, on est reparti pour la petite musique. Oui, bah oui, absolument. Alors, voilà, comme ça, ça part. Allez, la même. Ah ouais, on s'en lasse pas. Hein. Ça fait même pas une demi-heure, mais il me manquait déjà. Un petit son là, voilà.